Et c'est l'heure de notre grand entretien direction l'Iran. Manifestation nocturne, répression meurtrière. Un soulèvement inédit défie le régime des mollahs. Les manifestants sont encore dans les rues ce soir. Regardez. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Pourquoi ces manifestations sont-elles différentes des autres que nous avons vues précédemment ? Parce que les gens n'en peuvent plus et parce qu'ils n'ont plus peur. Voilà. Ils n'en peuvent plus de ce régime de fous, de massacreurs, et parce qu'ils sont arrivés au point, je parle des Iraniennes et des Iraniens, où ils se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Voilà, c'est ça qui se passe, on est à ce point. C'est un point que connaissent bien les historiens des révolutions, où en effet, ça bascule pour cette raison-là. Donald Trump, lui, menace tout de même d'intervenir. On l'écoute. Je n'ai pas envie de le dire, mais je vais le dire quand même. Ils ne vont pas bien. Vous le savez probablement mieux que quiconque. Ils s'en sortent très mal. Je leur ai fait savoir que s'ils commencent à tuer des gens, ce qu'ils ont tendance à faire pendant leurs émeutes, et ils ont beaucoup d'émeutes, nous les frapperons très fort. Et à ça, la réponse du guide suprême iranien, écoutez. Hier soir, à Téhéran et dans d'autres villes, une bande de vandales s'est présentée et a détruit des bâtiments appartenant à leur propre pays, juste pour faire plaisir au président américain. Que Trump dirige son propre pays, s'il en est capable. Dans son propre pays, toutes sortes d'incidents se produisent. Bernard-Henri Lévy, est-ce que Donald Trump devrait intervenir ? Le vandale, déjà, c'est lui. Celui qui a vandalisé la grande culture persane et la belle Perse, c'est cet homme. C'est l'ayatollah Khamenei. C'est lui le vandale. C'est pas les femmes et les hommes qui défilent pacifiquement et sans armes. Pacifiquement, ils n'ont pas d'armes dans les rues des villes d'Iran. Voilà. Après Donald Trump, je ne sais pas ce que désirent les Iraniens. C'est eux qui savent. Est-ce qu'ils désirent en effet ce renfort extérieur ? Sous quelle forme ? Un renfort extérieur, c'est certain. Défendre les valeurs de la démocratie comme ils le font, dans une solitude et un délaissement absolu, c'est désespérant. Voilà. Est-ce qu'ils souhaitent des appuis, des relais ? Bien sûr, ils souhaitent, je crois qu'ils les ont déjà, et heureusement qu'il y a encore aux États-Unis, avant Trump d'ailleurs, et en Europe, des femmes et des hommes pour comprendre que cette lutte des femmes pour la liberté, pour la dignité, pour la vie, c'est celle de nos valeurs. Certains parlent d'une coalition États-Unis-Israël sur le sujet. C'est le ministre des Affaires étrangères iranien qui le dit lui-même. Vous allez me dire si vous pensez que c'est de la propagande absolue ou est-ce que ça peut être un projet réel ? Écoutez. Voici ce qu'ont déclaré les Américains et les Israéliens. Ils interviennent directement dans les manifestations en Iran. Ils tentent de transformer les manifestations pacifiques en Iran en manifestations violentes et sources de division. Cela a été prouvé dans diverses déclarations de responsables des régimes américains et sionistes, dont vous avez parfaitement connaissance. Concernant la possibilité d'une intervention militaire contre l'Iran, nous estimons qu'elle est faible, car leurs tentatives précédentes ont été des échecs totaux. Parce qu'il y a le grand fantasme de la propagande américano-sioniste qui viendrait perturber l'Iran. Est-ce que là, il s'agit de propagande ? Comme vous le dites, c'est un fantasme. Et d'ailleurs, c'est le même que celui, il y a 10 jours, de la vice-présidente du Venezuela, qui a dit que la capture de Maduro et la chute de Maduro était un complot sioniste. Donc il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre le monde autrement qu'en y appliquant cette grille complotiste. Ce ministre-là qu'on vient de voir
apparemment, il ne sait pas ce que c'est qu'une insurrection populaire. Il ne sait pas ce que c'est qu'une aspiration à la liberté. Les gens qui sont dans les rues aujourd'hui, ils n'ont besoin de personne pour descendre dans les rues. Ils n'ont pas besoin d'être échauffés, encouragés, alimentés. C'est un mouvement populaire et spontané. Et c'est insulter ces gens qui prennent le risque suprême que de les traiter ainsi. Est-ce que ce sont ces mêmes gens qui ont essayé de vous assassiner, Bernard-Henri Lévy? Des Iraniens ont essayé de vous assassiner il y a quelques années. C'est ce qu'a rapporté la presse américaine il y a quelques années, oui. Pas n'importe quelle presse, le Washington Post. Washington Post, oui. Écoutez, je n'ai pas d'informations là-dessus. J'ai celle que le Washington Post a publiée à l'époque. En effet, je ne suis pas le seul. Il y a une force dans ce régime en train de tomber, j'espère, dont la tâche est d'éliminer des opposants iraniens ou des supposés ennemis de l'Iran à l'étranger. On le sait, je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier. Il y a eu des tentatives qui, hélas, ont abouti. Voilà. Donc, en effet, c'est un régime d'assassins à l'intérieur et à l'extérieur, le régime des ayatollahs. Est-ce que si Donald Trump décidait soudainement de bombarder le bunker de l'ayatollah Khamenei, ça pourrait se retourner contre lui? On se rappelle tout de même, après les bombardements des sites nucléaires iraniens, des réactions de certains Iraniens qui ont dit « ils n'avaient pas à y aller, nous n'avions pas besoin des Américains pour le faire, l'Iran c'est notre histoire ». Est-ce qu'il peut y avoir un retour de bâton? À l'époque, là, en juin dernier, ceux qui raisonnaient comme vous le dites étaient plutôt une minorité. Franchement, je crois que le principal souci des Iraniennes et des Iraniens à l'époque, c'était pas que les Américains et les Israéliens ne se mêlent du programme nucléaire, c'était de se libérer, c'était de manger, c'était de ne plus porter le voile. Aujourd'hui, c'est pareil. Je pense franchement qu'au point de désespoir où sont parvenus les Iraniens, ils ne sont pas dans cette géopolitique. Ils sont pas dans une rhétorique que l'on peut avoir, nous, ici. Quel serait l'effet d'une éventuelle intervention occidentale? Ils veulent se débarrasser de ce régime. Voilà, à tout prix. Et d'ailleurs, ils le font eux-mêmes. Parce que, encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui est à la fois, en ce moment, à la minute où nous parlons, est à la fois terrifiant et magnifique. C'est magnifique parce que... Voilà, c'est héroïsme de ces femmes et de ces hommes, et c'est terrifiant parce que tout peut arriver. Et on a vu des exemples, et ça il faut le savoir, c'est pour ça qu'il faut être aussi extrêmement attentif à ce qui se passe. On a vu des exemples d'insurrections du même genre qui ont été matés dans le sang, dans des carnages épouvantables. Rappelez-vous Tiananmen en Chine, en 1989. Rappelez-vous Mexico en 1968, la place Tlatelolco. Il y a des cas, hélas, d'insurrection de cette sorte qui sont écrasés avec une sauvagerie totale. Donc, on ne sait pas, l'histoire hésite. Ce qu'à Dieu ne plaise, en l'occurrence. Mais l'histoire hésite. On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, ce mouvement est lancé par un homme, Reza Pahlavi, le fils du Shah en exil. Écoutez. Je suis fier de chacun d'entre vous qui, jeudi soir, avait pris les rues dans tout l'Iran. Vous avez vu que les foules massives font reculer les forces de répression. Ceux qui hésitaient, rejoignez vos autres compatriotes vendredi soir et augmentez la foule pour que la capacité de répression du régime soit encore plus faible. Et son nom est scandé dans les rues de Téhéran. Pourquoi est-il si populaire maintenant? On ne peut pas dire que l'époque du Shah soit la grande démocratie dans l'inconscient collectif iranien. Il est populaire parce qu'il a dit ça. Il est populaire parce qu'il a lancé cet appel. Il est populaire parce qu'il est du côté du peuple. Voilà. Quoi qu'ait pu être son père il y a 45 ans, il est populaire pour cette raison-là. Après... Est-ce que c'est lui qui va sortir de tout ce processus? Ça encore, c'est des questions qu'on se pose de loin. Vous savez, les révolutions, et c'est une révolution qui se produit là en Iran, elles ne sont pas dirigées par un meneur. Elles produisent leur meneur. C'est toujours comme ça que ça se passe. Les révolutionnaires français
Personne ne les connaît avant 1789. Lech Walesa, le leader de Solidarność, quelques jours avant la chute du régime, il est toujours un ouvrier des chantiers navals de Gdansk, etc. Donc, je crois que j'entends qu'on se pose cette question-là. Est-ce qu'il sera l'homme de la situation? Est-ce que cette situation sera une transition ou pas? Là encore, ça n'est pas le sujet. Juste avant l'Iran, l'opération folle des États-Unis, c'est le Venezuela. On a entendu parler de cette nouvelle doctrine nommée par Donald Trump, un mélange de doctrine Donald Trump et de doctrine Monroe, et qu'il a surnommée la doctrine Donroe. Pour vous, c'est quoi cette doctrine? C'est une doctrine grotesque et nocive parce que c'est interventionnisme sans la démocratie. Il y a eu des époques où les États-Unis ont été interventionnistes, mais avec un objectif, entre autres, qui est en effet de faire avancer les valeurs libérales, de faire avancer les valeurs de la démocratie. Ça s'est pas toujours bien passé. Ces mots-là, naturellement. Mais ces mots-là, c'est des mots que Donald Trump n'a pas prononcés. Au moment de cette capture de Maduro, il n'a pas prononcé le mot de démocratie. Et d'ailleurs, il a tellement peu prononcé que ce qu'il a fait aussitôt après l'opération réussie, c'est de conforter le régime en place, jusqu'à nouvel ordre. Il a dit à Madame Machado, vaillante opposante, prix Nobel de la paix, courageuse, il lui a dit « écarte-toi, c'est pas ton affaire ». Et renvoie le prix Nobel. Il renvoie le prix Nobel. Il a dit au président élu la même chose, alors qu'il est le président légitime. Donc, cette doctrine Donroe, ça veut dire ça. Ça veut dire intervention, pas pour la démocratie, pour le pétrole. Il y a un article dans ma revue La Rue du Jeu de mon ami Gilles Herzog qui parle de l'ingérence pétrolière. Autrefois, il y a eu l'ingérence humanitaire, qui a été une belle idée. Et aujourd'hui, il y a l'ingérence pétrolière. Sans phare, sans masque, avec une impudeur absolue. Donc c'est ça qu'on voit. Et c'est pas une avancée de la démocratie ni des valeurs occidentales. Alors Donald Trump a laissé entrevoir aujourd'hui ce qu'il prévoyait peut-être pour le Venezuela. Écoutez ces mots. Nous devons reconstruire ce pays. Il ne pouvait pas avoir d'élections. Il ne saurait même pas comment faire des élections. Le pays est devenu un pays du tiers-monde et il ne saurait pas comment faire des élections à l'heure où je vous parle. Nous allons reconstruire le marché du pétrole et les infrastructures pétrolières. Nous serons à la tête de ça. On va gagner beaucoup d'argent et on verra à partir de là. Le problème dans tout ça, c'est que souvent, quand il y a ingérence étrangère ou ambition humanitaire, appelez-le comme vous le souhaitez, c'est l'après. L'après n'est souvent pas prévu par ces grands pays qui vont sur place et qui essaient de changer le régime. En tout cas, là, il n'est pas prévu, c'est clair. Et il y a une phrase tout de même, je n'avais pas entendu ça, un pays incapable de faire des élections, enfin, il en a fait il y a 1 an et demi ou 2 ans, et Maduro les a perdus à 25 ou 30 points. Donc c'est un pays, au contraire, mûr, capable d'organiser des élections démocratiques, capable de tenter de les faire respecter. Donc tout ce discours, nous sommes dans une époque folle. Et nous avons aujourd'hui un pays qui est le leader du monde libre et qui est en train de perdre la tête. Ce qu'on entend là, c'est une sorte de spectacle ahurissant. Pensez-vous qu'il est capable d'un effet domino, c'est-à-dire d'aller vers d'autres pays? Puisqu'il dit sur Fox News aujourd'hui, concernant l'Amérique latine, nous allons commencer des frappes au sol en ce qui concerne les cartels. Il dirige le Mexique. C'est très très triste de voir et regarder ce qui est arrivé dans ce pays. On a entendu aussi Marco Rubio, représentant tout de même du département d'État, conseiller à la sécurité nationale, également double casquette. Lui parlait de Cuba. Cuba qui est une affaire personnelle pour lui. Je crois qu'ils sont capables de tout, et notamment de confondre leurs amis et leurs ennemis. Voilà, c'est ça le vrai problème aujourd'hui de la politique étrangère américaine, et je le dis avec tristesse, parce que moi j'aime l'Amérique, je ne suis pas anti-américain, mais traiter le Mexique comme l'Iran,
menacer le Danemark, comme on menace le Venezuela, dans les mêmes termes, avec les mêmes arguments, avec les mêmes mots de pétrole et de gagner beaucoup d'argent, ça prouve qu'on a perdu la boussole. Voilà. Les États-Unis, aujourd'hui, ont perdu leur cap, ont perdu leur boussole. Et c'est terrible pour le monde entier, pour la paix mondiale, pour l'Occident, pour l'Europe. Mais c'est la réalité. Mettre sur le même plan Maduro et la présidente mexicaine, ça prouve qu'on n'a plus de boussole politique ni morale. Alors vous me faites la transition toute faite, Bernard-Henri Lévy, parce qu'il y a un homme que vous connaissez bien qui lui a dit si vous êtes capable d'aller chercher Maduro, pourquoi vous n'allez pas chercher celui-ci? Écoutez. À propos du Venezuela, eh bien, comment devrais-je répondre à cela? Que puis-je dire? S'il est permis de traiter avec des dictateurs de cette manière, alors les États-Unis d'Amérique savent ce qu'ils devraient faire ensuite. Sous-entendu, il devrait aller chercher Poutine. Écoutez, c'est comme d'habitude, l'humour politique est génial de Zelensky. Mais c'est un humour politique, c'est un humour sérieux. Mais pourquoi Donald Trump n'y va pas? Pourquoi il n'y va pas? Parce que jusqu'à nouvel ordre, la position, la doctrine Trump sur l'Ukraine n'est pas très différente de la doctrine Poutine. Ça va peut-être changer, c'est peut-être en train de changer, mais tout ce que l'on sait de l'administration Trump jusqu'à présent prouve un alignement avec les positions russes. Donc pourquoi voulez-vous qu'il aille chercher Poutine s'il est fondamentalement d'accord avec lui et si son vrai but en Russie, c'est d'installer de conforter un régime avec lequel il gagnerait beaucoup d'argent, comme il vient de le dire là. Pas question d'aller chercher. Alors, il s'est attaqué à un pétrolier sous pavillon russe hier. C'est un leurre pour vous? Vrai problème, c'est pas de s'attaquer. C'est bien de s'être attaqué aux pétroliers, mais le vrai problème, c'est de protéger les villes ukrainiennes. Aujourd'hui, les États-Unis ont la possibilité militaire, technique, financière, de protéger les villes ukrainiennes, d'empêcher les missiles balistiques d'atteindre la ville de Lviv. C'est ça le sujet, le vrai sujet. Et si l'Amérique était à la hauteur d'elle-même, si elle était à la hauteur de sa propre grandeur, c'est ça qu'elle ferait depuis bien longtemps. Le plan de paix avance-t-il vraiment concernant l'Ukraine, Bernard-Henri Lévy? Des membres du Congrès américain, vous rencontrez des membres de la Douma et Trump dit ceci: je pense qu'il veut conclure un accord, en parlant de Vladimir Poutine. J'y ai réfléchi, je le pense depuis longtemps. Ça va continuer combien de temps, ça? Ça va continuer jusqu'à ce qu'on permette que cela continue. Tant qu'on n'opposera pas, je le répète depuis 4 ans, j'ai fait des films pour le dire, tourné sur le terrain, au plus près des soldats et des civils. Tant qu'on ne comprendra pas que Poutine, ça s'arrête, ça s'empêche, et c'est pas, ça ne dialogue pas, en effet, ça durera. Voilà. La seule manière, c'est de marquer des lignes rouges, comme le font d'ailleurs les Ukrainiens, et là, ils le font avec leur corps et avec leur sang. Alors la grande question en ce moment, c'est faut-il reparler avec Vladimir Poutine? De plus en plus d'Européens font monter cette petite musique de fond, et c'est le cas aujourd'hui de Giorgia Meloni. Écoutez-la. Je pense que le moment est venu pour l'Europe de dialoguer également avec la Russie. Car si l'Europe décide de participer à cette phase de négociation, en ne dialoguant qu'avec l'une des deux parties concernées, je crains qu'elle ne constate finalement que sa contribution positive soit limitée. Il contributo positivo che può portare sia limitato. Et puis Emmanuel Macron, qui l'a dit en sortie du Conseil européen, qu'il pensait qu'il faudrait reparler à Poutine. Quelle est la bonne posture, Bernard-Henri Lévy? La bonne posture, c'est de l'arrêter. C'est pas de dialoguer, c'est de l'arrêter. La bonne posture, c'est de continuer à l'affaiblir. Poutine est affaibli avec la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Il est affaibli avec la chute de Maduro. Il est affaibli avec ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Alors évidemment qu'il va arriver un moment où il sera tellement affaibli que probablement qu'il sera demandeur d'un dialogue et demandeur qu'on lui concorde quelques-uns de ses gains. Mais je pense justement que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut bloquer Poutine, renvoyer l'armée russe de là d'où elle est partie, il y a 4 ans. Mais beaucoup discutent en coulisses et disent « mais
on ne peut pas laisser ce dialogue non plus qu'aux Américains. On ne peut pas juste avoir des envoyés spéciaux nommés par Trump dialoguer avec le Kremlin. Il faut que les Européens, eux aussi, puissent parler directement. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je crois que ce que font les Européens de mieux, et notamment le président Macron, c'est surtout de parler avec Zelensky, de le soutenir, de l'armer, de protéger ces villes avec leurs moyens quand ils le peuvent. Et ils ne le font pas suffisamment. C'est ça, l'urgence d'aujourd'hui, c'est cela. L'Ukraine était la nuit dernière et sera probablement cette nuit noyée sous les drones, les bombes et peut-être les missiles. Le coût humain de cela est colossal. C'est ça la vraie question. C'est pas de dialoguer avec le Kremlin. Pourquoi ? Pour parler des terres rares, pour parler d'un tunnel sous l'Alaska, pour parler de nos approvisionnements en gaz. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est une menace existentielle sur l'Europe et sur l'Occident à laquelle il faut enfin se décider à répondre. Surtout qu'encore une fois, Poutine est faible. Et il est faible sur le terrain aussi, contrairement à ce que j'entends souvent. Poutine n'a pas été capable en 4 ans de gagner plus d'1% du territoire ukrainien. C'est une blague. C'est la deuxième armée du monde qui n'est capable que d'avancer millimétriquement. C'est absurde. Donc, le vrai message, à mon avis, à lui faire passer, c'est celui-là. C'est pas un message de dialogue, c'est un message de résistance et d'opposition. Alors ce message, c'est peut-être ce coup de génie de la coalition des volontaires, avec comme décision un déploiement de troupes après un cessez-le-feu, une coalition très ferme entre les Français et les Britanniques, qui serait le noyau dur de cette coalition des volontaires, et ce serait sous leadership américain. Ça veut dire quoi ? Est-ce que vraiment il y a un filet de sécurité américain ? Je ne suis pas sûr justement que ça veuille dire grand-chose. Moi, je suis pour la coalition des volontaires, mais maintenant, pas après le cessez-le-feu, là. Parce que vous pensez qu'il n'y en aura pas ? Parce que je pense que pour qu'il y en ait un, pour que Poutine comprenne, il faut qu'il sente qu'il a face à lui une force aussi grande que la sienne, et une force prête, en effet, à ne pas se laisser dicter sa loi par un autocrate affaibli. Voilà. Donc, le sujet de la coalition des volontaires, je suis surpris de voir qu'il n'est pas posé aujourd'hui. C'est toujours pour demain. Et pour un demain dont, en effet, il n'est pas du tout certain qu'il advienne, parce que Poutine a toujours dit qu'il ne voulait pas de cessez-le-feu. Il veut, vous connaissez ce débat, il veut une paix définitive, etc. Soi-disant, en vérité, il ne veut même pas la paix, il veut l'Ukraine. Poutine ne veut pas la paix, ni le cessez-le-feu, il veut l'Ukraine. Donc l'idée d'une coalition des volontaires après le cessez-le-feu, c'est un vœu pieux, maintenant. Et ça voudrait dire potentiellement perdre des hommes de ces troupes européennes. Pas qu'européennes d'ailleurs. Mais les Français, les Danois, les Anglais qui signent un engagement militaire, qui entrent dans l'armée, ils le font pourquoi ? Ils ne le font pas pour faire de l'humanitaire, ils le font en sachant que leur métier pourrait être d'affronter une situation de ce genre. Évidemment. Donc, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait en Afghanistan. Les malheureux Danois, si maltraités aujourd'hui par Trump, ont perdu un nombre conséquent d'hommes pour défendre l'Amérique en Afghanistan contre les talibans et contre Ben Laden. Donc, en effet, c'est ça un soldat. Imprévisibilité également, vous le dites, sur l'Alliance Atlantique avec le Groenland. Et c'est J.D. Vance qui en parle ce soir. Tout d'abord, je crois que le secrétaire Rubio va rencontrer les dirigeants du Danemark et du Groenland la semaine prochaine. Nous continuerons de délivrer certains messages en public, certains en privé. Mais je crois que mon conseil pour tous les leaders européens et n'importe qui d'autre serait de prendre le président des États-Unis au sérieux. Alors ce que nous demandons à nos amis européens, c'est de prendre la sécurité de cette zone plus au sérieux. Parce que s'ils ne le font pas, les États-Unis vont devoir faire quelque chose à ce sujet. Ce que cela sera, je laisse le président s'en charger lors de nos échanges diplomatiques avec nos amis européens. Bernard-Henri Lévy, vous croyez à une invasion du Groenland par les Américains ? D'abord, je n'y crois pas. Mais si cela advenait, ce serait cataclysmique. Ce serait la fin de l'OTAN, évidemment, immédiatement. Et ce serait le grand schisme de l'Occident. Vous pensez que nos relations européennes, américaines ne résisteraient pas à ça ? Un pays de l'OTAN attaquant un autre pays de l'OTAN, un grand allié attaquant
un allié d'une fidélité exemplaire comme le Danemark. Le Danemark est probablement en Europe le pays le plus fidèle à l'alliance américaine depuis longtemps. Et je crois même d'ailleurs que le traité d'alliance entre le Danemark et les États-Unis est un des plus anciens qui soit. Donc, comment voulez-vous que la coalition occidentale dure si une telle catastrophe se produisait? C'est impensable. Par ailleurs, c'est absurde. Cet argument qu'on vient d'entendre, les Américains ont toute possibilité de défendre le Groenland, d'y installer des équipements militaires dissuasifs pour la Chine et pour la Russie. Il y a un accord entre le Danemark et les États-Unis qui date de 1951, je crois. Qu'ils ont réduit d'ailleurs. Et qu'ils ont réduit, qui ne tient qu'à eux d'augmenter. Donc tout ça est une espèce de rhétorique absurde, malfaisante, tenue par des hommes qui ne croient pas en tout ce dont nous parlons en ce moment, qui ne croient qu'au deal, qui ne croient qu'au pétrole, qui ne croient qu'aux terres rares et qui ne croient qu'à cette vision à courte vue d'une Amérique qui s'enrichirait aux dépens de ses partenaires occidentaux. Et cela, c'est suicidaire. Et si, justement, on parle de deal, est-ce que ça pourrait être, par exemple, une opération de rachat? Ils l'ont déjà fait avec le Danemark sur les îles Vierges, ils l'ont fait avec la Russie sur l'Alaska. Alors vous allez me dire, bon, c'était le 19e siècle, mais tout de même, c'est une des doctrines américaines. Oui, écoutez... j'aimerais surtout savoir quelle est l'opinion des Groenlandais eux-mêmes. Et pour l'instant, si j'en crois votre correspondant au Groenland que j'entendais tout à l'heure, une immense majorité d'entre eux ne sont pas prêts à se laisser acheter. Ils sont pas les objets d'une OPA inamicale, comme le pense encore une fois la rhétorique folle de cette administration. Et il faudra faire quoi alors si les Américains vont plus loin sur le Groenland, côté européen? Il faut là aussi montrer notre force. Alors c'est pas la même. Évidemment que militairement il n'en est pas question. Et par exemple, les États-Unis ne peuvent pas se passer du commerce avec l'Europe. Voilà, ils ne peuvent pas s'en passer. Imaginons que demain, en rétorsion à ces espèces de rodomontades ridicules qui commenceraient de passer à l'acte, l'Europe mette des tarifs. L'Europe met des tarifs douaniers à l'entrée des produits américains. Vous allez voir les agriculteurs du Middle West, vous allez voir les entrepreneurs de Détroit, vous allez voir les représentants républicains, vous allez voir tous ceux qui incarnent démocrates et républicains, gauche et droite, la vraie Amérique. Vous verrez comment ils réagiront à cette démonstration de puissance de l'Europe. Et l'Europe en a la puissance. Merci Bernard-Henri.